Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Donc là, on va passer sur la thématique de l'innovation sur la blockchain et le paiement. Justement, on fera une petite transition. Christophe, est-ce que je te connais très bien aujourd'hui, mais le panel ne te connaît pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de Moneytrack, comment est né ton projet, comment tu l'as deviné, comment tu as su sentir ce petit Moneytrack justement aujourd'hui? Alors ça remonte un peu puisque c'était en 2018. Moneytrack, c'est une société qui a été créée donc il y a 5 ans sur une promesse qui était de faire une plateforme de paiement dirigé. Quand je vous ai dit ça, vous n'avez rien compris. Le paiement dirigé, alors moi qui suis un spécialiste du paiement, je vais essayer de vous vulgariser ça. Dans le paiement, il y a 3 choses qu'on peut aller chercher, c'est qui je paye, combien je paye et ce que je paye. Et le système bancaire, ce qu'il sait faire, c'est vous dire qui vous payez et combien vous payez. Vous allez chez Carrefour, vous achetez pour 50 €, on sait que vous avez dépensé 50 € chez Carrefour, mais on ne sait pas ce que vous avez acheté. Et quand on veut rentrer dans la transaction, il y a plein d'industries qui veulent le faire. Là, ça devient très compliqué. Et donc, notre métier, nous, c'est de rentrer dans la transaction et d'adosser, en fait, notre paiement à des conditions de dépense. En gros, on veut savoir ce qu'il y a dans le caddie, on veut savoir ce qu'il y a dans la transaction. Et on s'est développé sur 2 technologies récentes. Alors, c'est facile, quand on est une start-up, de prendre les technologies les plus récentes. On fait ça avec une blockchain et on fait ça avec des outils mobiles, des applications mobiles, puisque maintenant, le paiement, il est plutôt dans votre téléphone. Donc la blockchain, on l'utilise pour 2 choses, pour authentifier des auteurs des transactions, et avec les smart contracts pour automatiser, on va dire, le contrôle de la transaction. Donc ça, c'est la partie technique, la plateforme. Et puis il y a l'autre partie, c'est notre marché. On s'adresse à qui? On s'adresse aux assureurs, on vend notre solution aux assureurs. Donc il y a un petit lien finalement avec ce que disait Tristan tout à l'heure. Nous, on fait aussi de l'assurance, mais on n'est pas assureur. Et les assureurs, comme vous le savez, en fait, ils ont besoin de savoir dans certains métiers ce que vous payez, et notamment dans le monde de l'assurance santé. Vous avez tous une mutuelle ici, j'imagine. Il est impossible à la fin de l'année d'appeler sa mutuelle et dire voilà, j'ai pas dépensé ma garantie kiné, donc je vais l'utiliser pour me faire une cure thermale. Ça marche pas, ça. C'est soit je suis chez le kiné, soit je suis en cure thermale, soit je suis chez le médecin, et chaque garantie est liée à une transaction, une indemnisation. Et aujourd'hui, nous, c'est ce que l'on fait, c'est qu'on rentre dans la transaction en fait, des consultations qui sont faites chez les professionnels de santé. On contrôle les actes, on contrôle les auteurs des transactions, et automatiquement, on déclenche non pas une indemnité, mais une dispense d'avance de frais, c'est un tiers payant. Puisqu'il y a plein de moments où, en fait, dans votre vie, vous allez être obligé d'avancer les frais, parce qu'il n'y a pas de tiers payant en fait, chez votre professionnel de santé. Donc, avancer les frais et vous faire rembourser auprès de votre assureur. Et pour terminer sur cette présentation, gardez en tête une chose, c'est qu'en France, il y a un tiers des Français qui renoncent aux soins. 1, parce qu'ils ne peuvent pas avancer les frais. Et 2, parce que le remboursement est trop long. Alors qu'ils sont couverts par leur assurance. Donc nous, notre métier, c'est de mettre en place en fait, des systèmes de paiement chez les assureurs qui font de la santé, qui permettent de faire la dispense d'avance de frais et automatiser le contrôle pour éviter évidemment de rembourser une garantie qui ne serait pas prévue contractuellement dans les contrats de mutuelle. On est à CyberD, du coup je vois blockchain. Blockchain, moi je pense à tiers de confiance. Du coup en fait Moneytrack, concrètement, quel est le but de ton outil là, clairement? Alors, le patron de mon agence m'avait dit un truc, mon agence de com avait dit un truc que j'ai retenu qui est extrêmement vrai. La blockchain, on dit que ça simplifie tout, mais personne n'y comprend rien. Et c'est vrai. Qui ici comprend comment marche une blockchain, qui s'est intéressé à ça? Ce sera pas moi, ça c'est sûr. La totalité des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Donc nous, la blockchain, on l'utilise pour 2 choses, comme je disais, identifier les auteurs des transactions. Donc sans rentrer trop dans la technique, mais pour vous dévoiler un petit peu ce qu'on a fait, dans un téléphone ici, là, vous avez un petit truc qui s'appelle le Secure Element, donc c'est un petit coffre-fort qui est accessible uniquement avec votre biométrie et inaccessible de l'extérieur. Donc c'est là où on peut y mettre un secret. Donc un secret, c'est quoi? Il y a 3 types de secrets on pourrait lister. Le moins sécurisé, c'est votre mot de passe sur le site marchand. Vous oubliez votre mot de passe, vous faites mot de passe oublié, on vous renvoie votre mot de passe. Donc votre mot de passe, il est chez dans le site dans l'admin du site marchand. Le deuxième level en fait, de sécurité, ça va être votre mot de passe est lié à votre biométrie et il va être stocké sur votre téléphone par l'iOS, par Android. Donc ils vont lier votre biométrie à votre mot de passe, ils vont le stocker, puis après ils vont déclencher l'ouverture de ce que vous voyez souvent sur les applis bancaires, assureurs, etc. Et le plus sécurisé, c'est de lier vos biométries avec un secret, donc un mot de passe qui est dans le secure element
du téléphone, et donc inaccessible de l'extérieur. C'est-à-dire que si je le perds, si je perds mon téléphone ou si je perds mes yeux, je peux plus avoir accès à mon mot de passe. Et en faisant ça, nous, on va loger une clé privée. Vous savez qu'une blockchain, c'est quoi? C'est une clé privée qui rencontre une autre clé privée pour faire une transaction qui sera signée dans la blockchain, qui est irréfutable et auditable. Voilà. Alors, on va loger la clé privée de l'assuré dans son téléphone et la clé privée, on va dire, du praticien de santé dans le téléphone du praticien de santé. Et puis quand ils se rencontrent, après le praticien de santé avec son application va demander un paiement. Ça va remonter en fait la rencontre des deux clés privées. Puis avec les deux clés privées, comme on a identifié les auteurs de la transaction, on contrôle la transaction. Est-ce que c'est bien un médecin? Est-ce que c'est bien assuré? C'est quoi ses garanties, etc. Et ça, c'est le smart contract qui le fait automatiquement. Il n'y a pas d'intervention humaine. Puis quand c'est contrôlé, on signe la transaction à la blockchain. Donc l'argent est dû. Et on envoie un flux à l'assureur pour qu'en fait on puisse prendre sur un compte de ses caisses qui est sur notre plateforme la part en fait, payée et indemnisée par l'assureur. Éventuellement, on reste à charge sur la carte bancaire de l'assuré, on compile les deux, on paye le médecin dans la seconde, puisqu'on fait ça en instant payment. Voilà comment on utilise la blockchain, donc c'est quelque chose de très pragmatique. On ne déploie pas des nœuds, on pourrait, mais les assureurs aujourd'hui n'ont pas un niveau d'adoption suffisant pour qu'on puisse le faire. Donc aujourd'hui, on a en fait une blockchain privée qui tourne chez nous, qui est auditable, et comme évidemment les gens pourraient dire oui mais Moneytrack fait lui-même son propre contrôle, ce que l'on fait c'est qu'on prend les blocs de transactions, on vient les répliquer dans la blockchain Tezos, une blockchain publique, et donc tout le monde ici qui pourrait avoir accès en fait à notre smart contract et l'auditer pour vérifier que ce que l'on fait c'est bien ce qu'on a promis de faire. Voilà. Ça c'est plutôt top. Moi je connais Moneytrack Santé pour le coup. Je suis plutôt dans la filière assurance au sein du pôle finance innovation. Aujourd'hui, parle-nous un peu de ton dernier business case, je pense. On l'avait évoqué récemment, toi et moi, de manière privée, mais est-ce que c'est public aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous en dire via justement ton dernier partenariat? Alors, en fait, je ne sais pas lequel, on a deux, donc c'est Viamedis ou tu parles de l'international? Exactement. Viamedis, ok. Alors, en fait, aujourd'hui, l'assurance santé, quand vous l'étudiez, on va s'éloigner un petit peu de la partie sécurité, mais l'assurance santé, c'est plein de rebonds chez plein de partenaires. C'est que votre assureur, il paye, mais en fait, il gère pas vraiment. Il a un gestionnaire, ou alors il a un réseau de soins, ou alors il a un organisme de tiers payant. En gros, il y a plein d'acteurs dans l'écosystème qui, à un moment donné, vont soit contrôler, soit saisir votre facture, soit vous payer, soit vous orienter vers des partenaires avec des réseaux, en fait, avec des prix négociés. Donc le problème qu'on avait et qu'on rencontrait depuis 2 ans, c'était pour installer notre module de paiement dans l'application de l'assureur, il fallait rencontrer plein de personnes, c'était pénible, nous on n'est que 23, donc si on devait faire le tour de tous les partenaires, de tous les assureurs, c'était compliqué. Surtout qu'à chaque fois, il faut se brancher. Donc on a décidé de faire comme tout le monde, c'est-à-dire s'intégrer dans les grands systèmes de l'écosystème de la santé. Alors ça tombe bien, il n'y en a pas tant que ça. Et on a signé un partenariat avec Viamedis. Viamedis, c'est une filiale de Malakoff Humanis, qui est un des leaders du tiers payant en France, et qui fait le tiers payant de tout le groupe Vive et tout le groupe Malakoff, pour les 2 plus gros groupes, mais qui représente aujourd'hui 22 millions d'assurés en France. Et on est en train de s'intégrer avec Almeris, donc qui est le deuxième. Donc avec les deux, on va avoir les 2 tiers de la population française dans lesquels on est capable de récupérer les garanties et automatiser cette partie transactionnelle que l'on a mis en place dans Moneytrack, qui permet de vérifier les droits, identifier les auteurs et faire la dispense d'avance de frais. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place l'année dernière, on est en train de se déployer. Donc c'est maintenant eux qui vendent, c'est plus nous. Nous, on installe, on maintient, on forme. Et sur la partie internationale, qui est notre deuxième grand projet, alors en fait, on a été rattrapé par notre succès en France. Et il y a un assureur, Swiss Life, par le bien d'un de ses courtiers, qui est venu nous voir en disant, bah voilà, nous, la dispense d'avance de frais, elle est d'autant plus importante pour les expatriés qu'ils n'ont plus accès à la Sécu. Donc la part Sécu qui est remboursée assez rapidement, finalement, par la Sécurité sociale, ils l'ont pas du tout à l'étranger. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, à l'étranger, les frais de santé, pour être soyez à un niveau équivalent qu'en France, c'est très très cher. En ordre d'idée, ici la consultation, donc je crois que maintenant elle est plus à 25, elle va passer à 30, enfin à 25 € aujourd'hui un généraliste. À Madrid c'est 60, à Londres c'est 120 pounds, et puis aux États-Unis vous pouvez monter à plusieurs centaines d'euros. Donc un étudiant ou un expat qui va aujourd'hui consulter sur de la médecine de ville peut avoir des avances de frais gigantesques avec un traitement qui est uniquement manuel. C'est-à-dire vous envoyez vos factures, dans le meilleur des cas vous le flashez, ça arrive sur un écran d'un gestionnaire qui lui va traduire, regarder la facture, etc. et vous rembourser sous un délai qui est souvent de 3 semaines à 1 mois pour plusieurs centaines d'euros. Donc là,
on a mis en place notre solution dans l'application des assurés de Swiss Life qui sont en Espagne, au Portugal dans un premier temps et qu'on est en train d'étendre sur l'Europe, où en fait ces assurés-là en fait, arrivent dans notre réseau d'acceptation, payent par le biais d'un simple flash de QR code et donc n'avancent plus les frais. On est passé de j'avance 700 ou 800 euros pour faire de l'imagerie parce que je me suis fait une entorse à j'avance plus mes frais. Voilà. Et juste en une ou deux petites minutes, par rapport aux perspectives, justement, tu l'as abordé, mais tout ce qui est viabilité, on va dire réglementaire, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que la blockchain aujourd'hui c'est un moyen de sécurité pour les banques, les assurances en termes de paiement? Surtout après en interne vis-à-vis de Moneytrack, j'ai posé les questions à toutes les startups. Comment ça va chez Moneytrack? Est-ce que en termes de levée de fonds, tu as levé des fonds? Est-ce que tu as besoin de recrutement? Voilà, parle-nous un peu des. C'est pas une question ou une question. En 2 minutes. Pourquoi on a choisi la blockchain? C'est un peu ça. Pourquoi on a choisi la blockchain? Parce qu'on aurait pu faire autre chose, une interface de signature centralisée. En fait, on s'ennuie un peu tous les jours à faire quelque chose de complexe avec la blockchain. Pourquoi? Parce que j'ai une conviction, et ça se discute en ce moment à la BCE et à la Banque de France, c'est qu'un jour on aura un euro numérique, un crypto-euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des bitcoins, il y a des Ethers, il y a des cryptos aujourd'hui qui ne servent qu'à finalement s'échanger, mais qui ne sont pas des monnaies, j'allais dire qu'on a un vrai ancrage dans l'économie réelle. Et demain, si on a un crypto-euro, à quoi ça sert un euro numérique? Ça sert simplement à paramétrer la monnaie. Ça ne sert pas juste à l'échanger, ça existe déjà avec des virements. C'est paramétrer la monnaie directement. C'est-à-dire qu'en gros, je pourrais avoir un euro qui serait conditionné à des règles de dépense, donc ce serait de la monnaie dirigée, c'est ce qu'on fait. Et donc on pourrait très bien, notre plateforme, aujourd'hui, proposer la possibilité pour un assureur de créer ses propres contrats d'assurance et de tokeniser en fait ses garanties directement sur la blockchain en mettant les garanties. Donc j'aurais une espèce de voucher, un token qui dit voilà, ça c'est une garantie médecin, c'est une garantie hôpital, une garantie imagerie, qui serait valable par exemple 1 an pour un adhérent et ses bénéficiaires dans la limite de temps. Donc on pourrait paramétrer ça dans les smart contracts et faire circuler en fait sur une blockchain. Et donc avec cette vision, on se dit que ça vaut peut-être le coup aujourd'hui de se prendre un peu la tête à monter quelque chose de compliqué parce que c'est annoncé pour 2027 par la BCE. La crypto-euro, en fait, c'est un projet qui est annoncé en mise en œuvre et sur une expérimentation en 2027. 2027, c'est demain. Et l'avantage de la blockchain, c'est que c'est, très sécurisé. Enfin, moi, j'ai pris un protocole qui est Tezos, qui est un protocole qui est plutôt bien reconnu par la finesse, on va dire, de la sécurité de son smart contract. Et puis on est plutôt bien épaulé par leur lab. Qui a une bonne réputation auprès des institutions. Je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, voilà. Donc on a cette capacité après derrière de récupérer en fait en open source en fait un protocole qu'on va nous-mêmes customiser pour notre business. C'est ce qu'on a fait avec notre blockchain privée. Et puis finalement, j'ai une infrastructure que j'ai pas payée. Je l'ai juste pris, je l'ai customisé, je l'ai lancé et que je maintiens pas en sécurité. Qui plus est. Ce que j'ai fait en 2018, aujourd'hui les protocoles ont avancé, je pourrais même l'utiliser directement via Tezos qui a mis en place un protocole qui s'appelle Mumbai qui permet de faire exactement la même chose que ce qu'on fait qu'aujourd'hui on maintient. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la blockchain. C'est très interopérable, c'est très sécurisé, c'est hyper auditable, finalement c'est pour notre métier, dans le paiement c'est idéal. Après la deuxième partie de la question, c'était sur les levées de fonds. Donc nous on a levé 7,5 millions depuis notre création. Alors, je parle juste en equity. Il y en a qui trichent un peu, qui rajoutent la dette. On a fait un peu de dette. On a eu une subvention d'1,3 million au tout début pour faire notre projet avec des chercheurs. On a eu un fonds unique interministériel d'1,3 million qui a payé 6 chercheurs de l'INRIA, du pôle Léonard de Vinci en cryptographie et en mathématiques qui nous ont aidés à tout faire tout ça. Maintenant qu'on a levé, alors les gens, souvent quand on lève, les gens vous appellent en disant est-ce que vous avez besoin de nouveaux locaux, est-ce que vous voulez qu'on recrute des gens? En fait, on l'a levé pourquoi? Pour tenir. Donc c'est pas très sexy ce que je veux dire, mais la réalité des startups aujourd'hui, c'est que le temps de décision commerciale s'allonge. Le cash burn, il est encore là, parce que dans le monde du paiement, il faut développer une plateforme. Donc évidemment, il faut payer les devs qui coûtent de plus en plus cher, parce que c'est des gens assez pointus, qui sont chassés tous les 4 matins. Et avant d'arriver au break-even, globalement, on a quand même un peu de temps. Et la levée de fonds, elle sert principalement chez nous pour, tenir, pour éviter d'avoir un cash wall qui se rapproche trop vite. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut y aller un peu step by step.
et bien consolider tout ça, parce que sinon on pourrait très vite. Enfin, vous savez, dans les startups, ça monte très vite et ça descend très vite. Hein. Donc ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, finalement, je vous ai parlé de l'international, il faut quand même qu'on se développe un peu, il faut qu'on suive nos clients. Et ça nécessite des fonds. Et on a levé 2 millions l'année dernière. Donc on est en train de brûler, là, à essayer de faire tout ça. Et nous, on ne recrute pas. Enfin, en tout cas, uniquement ceux qui sortent pour l'instant. On n'est pas en période de recrutement, parce que justement, on fait très attention à notre cash. En ce moment, juste pour vous donner un ordre d'idée, 4600 suppressions de postes depuis le début de l'année dans la French Tech. J'allais dire, la période de l'argent gratuit est finie. Il faut être très consciencieux, très rigoureux et bien gérer son cash, et c'est ce qu'on essaie de faire. Merci beaucoup en tout cas Christophe. On peut l'applaudir. Merci pour ta transparence en tout cas.